Bonjour, alors Véronique, je suis archéologue. Et bonjour à tous, je suis Tanguy, je suis archéologue, le collègue de Véronique. Alors on vous remercie parce qu'on a reçu beaucoup de questions, des questions très intéressantes. Du coup on a décidé de les structurer un petit peu, on a fait des chapitres. On espère avoir le temps de répondre à toutes les questions. Ouais, si jamais ce n'était pas le cas, on répondra aux questions auxquelles on n'a pas répondu par mail, comme ça vous aurez les réponses quand même. Voilà, allez on y va. Eh bien, la première question concerne les métiers de l'archéologie et les techniques de fouille. C'est Maya de la 6e 7 qui nous la pose. Est-ce que les études pour devenir archéologue sont-elles longues? Alors Maya, il faut aller jusqu'au baccalauréat, donc au lycée. Et ensuite, l'université, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus, selon, mais au moins 3 ans. Une autre question de Naïs et de Cantino aussi, et de Maïline de la 6e 4, qui demande quels sont les outils et les techniques des archéologues et combien sont-ils sur un chantier de fouilles? Alors les outils ont évolué. Autrefois, il n'y avait que la pelle, la pioche, la truelle et petits outils à main. Et puis, tu le vois, vous le voyez, on a commencé à travailler avec des engins mécaniques. Donc maintenant, on a des pelles mécaniques, des grosses, des plus petites, qui permettent d'enlever beaucoup de terre d'un coup, donc ça épargne les fouilleurs. Et puis après, on va passer à la pelle, la pioche, la truelle, les outils très très fins, les pinceaux. Mais il n'y a pas que creuser. En archéologie, il y a aussi enregistrer, écrire, prendre des photos. Donc on a tout un tas d'outils. On essaye toujours de travailler le plus vite possible avec l'outil le plus adapté. Donc forcément, ça commence par la pelle mécanique et au fur et à mesure de la minutie des travaux, on va utiliser des outils plus petits. Voilà. La question de Lana, de l'école de Moussan. Est-ce que c'est un travail fatigant de faire des fouilles, Véronique? Alors justement, ça l'est de moins en moins, parce que maintenant qu'on a des engins mécaniques, on peut épargner les fouilleurs. Donc c'est quand même fatigant de travailler tout l'hiver dehors ou tout l'été quand il fait très chaud. Mais heureusement, on n'a pas que la tâche de creuser. Il y a aussi des moments où on va être plus calme, on va faire des photos, on va prendre des notes. Et puis il y a aussi des moments où on va être au bureau, donc on pourra aussi se reposer. Donc c'est un métier assez complet. Moi, je me rappelle d'une journée où j'ai fouillé un squelette et je suis resté couché toute la journée parce que c'était au fond d'un trou. Et à la fin de la journée, j'avais quand même vraiment mal à l'épaule. Donc même si parfois vous voyez un archéologue qui travaille couché, c'est pas pour ça que ce n'est pas fatigant. Non, c'est vrai. Un autre chapitre. On passe à la stratigraphie. Oui, la stratigraphie. Alors, une très bonne question d'Isil de l'école d'Ouveillan, de Maxime de Cuxac et de Léo de l'école d'Anatole France. Pourquoi est-ce que le temple romain s'est-il retrouvé sous la terre? Et à combien de mètres sous terre se trouvent les ruines? Alors quand on parle de stratigraphie, on parle des couches de terre qui se sont accumulées depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours. Donc nous, on est bien au-dessus des couches de l'époque romaine. Alors pour comprendre ça, on vous a préparé un petit dessin animé, enfin pas animé d'ailleurs, enfin un petit... Voilà. Donc là ici, on a une maison romaine qui est construite donc sur un sol, vous voyez, qui est jaune. Cette maison, elle dure un certain temps et puis elle est démolie. Et les gravats de la démolition n'ont pas été retirés, ils ont été étalés sur ce sol. Par-dessus, il y a une couche de terre qui s'est formée ou qu'on a amenée pour pouvoir avoir un terrain bien plat, pour pouvoir construire une nouvelle maison. Donc on a déjà des couches qui se succèdent et le sol remonte petit à petit. Ensuite, cette nouvelle maison, elle est occupée pendant un certain temps et là aussi, à un moment donné, elle est abandonnée, détruite, elle brûle, peu importe. Et comme ça, à travers le temps, jusqu'à nos jours, plusieurs maisons se succèdent. Du coup, des couches s'accumulent et on arrive au XXe siècle, au XXIe siècle, avec nous, les archéologues, tout en haut. Et vous voyez à quel point on a de choses à découvrir et combien de couches se sont accumulées. Il va falloir descendre progressivement, des plus récentes jusqu'aux plus anciennes, et faire le tri dans tout ça pour comprendre quelle couche appartient à quelle période. Et très important, vous le voyez sur ce dessin, ce n'est pas les vestiges romains, ce n'est pas le temple qui s'enfonce dans le sol, c'est juste des couches de terre qui viennent se mettre par-dessus, d'accord? Donc voilà. En fait, c'est pour ça qu'on creuse pour aller chercher les vestiges, mais les vestiges ne glissent pas dans le sol. Ils sont à l'altitude où ils ont été occupés, et par la suite, c'est des couches supérieures qui viennent s'y ajouter. On n'avait pas d'engin mécanique, encore une fois, dans l'Antiquité. Quand il y avait des gravats, on ne pouvait pas les retirer avec une pelle mécanique comme on fait aujourd'hui. Donc on les laisse sur place, on les étale et on reconstruit par-dessus. Alors sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. C'est-à-dire que la terre,
elle n'a pas la même couleur partout. Et quand on coupe bien correctement dans une tranchée, quand on lisse bien la terre, on voit apparaître différentes couches. Donc là, vous voyez que les archéologues donnent des numéros à chaque couche de terre, parce que dans ces couches de terre, il va y avoir ce qu'on appelle le mobilier. Donc le mobilier, c'est des tessons, de la céramique, du verre, des objets, tout un tas d'objets, et il va falloir les ramasser en regardant bien dans quelle couche ils ont été conservés. Alors là, on en voit apparaître, les petites flèches que vous voyez, ça vous fait apparaître en fait des morceaux d'amphore, des morceaux de murs, des morceaux d'enduit, etc. Et des morceaux de tuiles. D'ailleurs, Sabri, de l'École d'Anatole France, nous demande à quelle profondeur faut-il creuser pour commencer à trouver des vestiges romains. Alors ça dépend, Sabri, parce que parfois c'est pas profond. Si on est dans la campagne, on peut des fois avoir des vestiges romains à 60 cm, même moins des fois. Souvent le tracteur, d'ailleurs, quand il passe la charrue, remonte des vestiges. C'est pour ça que dans la campagne, souvent c'est très mal conservé, parce que la charrue a tout cassé. Il reste qu'un tout petit bout tout au fond. Par contre, quand on est en ville, on l'a vu avec les dessins d'avant, quand on est en ville, il y a beaucoup de terre qui s'accumule, donc souvent c'est bien conservé, par contre c'est profond. Et parfois aussi, en fond de vallée, les rivières déposent des alluvions, et ces couches-là protègent les vestiges qui sont en dessous. Voilà, chaque fois qu'il y a une forte pluie, il y a une crue de la rivière, cette rivière elle est chargée de terre, et toute cette terre elle va se déposer au-dessus des vestiges, au-dessus des sols, et du coup ça va faire des couches de terre qui viennent naturellement cette fois, c'est pas l'homme qui les a amenées. Une autre question d'Axel de l'École d'Anatole France: comment être sûr qu'un mobilier trouvé sur le chantier de fouilles date bien de l'Antiquité? Alors nous déjà on a appris à reconnaître le mobilier, à reconnaître quels étaient les fragments de vaisselle de l'époque romaine, du Moyen-Âge, etc. Mais on a aussi des spécialistes qui sont encore plus au point que nous sur ça, et qui ne font que ça. Donc ces spécialistes-là, en l'occurrence, pour la vaisselle, on l'appelle le céramologue. Donc là, vous voyez le céramologue qui est en train de dessiner, de préparer un dessin d'un vase, d'un fragment de vase. Alors lui, il va se retrouver avec tout un tas de fragments, il va devoir les trier, essayer de recoller pour avoir des objets qui sont quasiment complets ou complets. Il va les étudier, et ensuite, ces objets vont être transportés au musée. Et dis-moi, Véronique, Chat de l'École d'Anatole France nous demande comment être bien certain que le mobilier retrouvé ici au collège provient du Capitole, par exemple. Alors c'est justement par la stratigraphie. Une fois qu'on a bien compris que chaque couche de terre correspond à une époque, elle a été apportée pour des raisons multiples, et que donc dans cette couche de terre, il y a du mobilier qui est de cette époque-là, et pas d'une autre époque. Une fois qu'on a bien compris ça et qu'on a bien enregistré, c'est-à-dire qu'on a bien noté ces couches de terre, normalement on ne se trompe plus, et du coup on sait qu'une couche de terre elle est romaine, celle-là elle est romaine, celle-là elle est du Moyen-Âge, celle-là elle est de nos jours. Donc du coup le mobilier qu'on trouve dans la couche romaine, il est forcément romain. Ouais. Et voilà. une règle importante, c'est que tous les objets de la même couche ont forcément la même époque, ils sont contemporains. Ils sont arrivés en même temps dans la couche. Alors on va passer aux recherches archéologiques qui ont été menées à Narbonne. Et donc, Tanguy Maé-Royo, de 6e 4, nous demande où les archéologues ont-ils fouillé à Narbonne. Alors, à Narbonne, les archéologues ont fouillé à beaucoup d'endroits différents. Pas forcément sur des grandes surfaces, souvent sur des toutes petites surfaces. Par exemple, quand on va construire une maison et qu'on détruit une maison existante, une trop vieille maison, pour en faire une nouvelle. Les archéologues vont venir et à cet endroit-là, ils vont faire des fouilles et on va avoir un petit morceau du puzzle de Narbonne de l'Antiquité qui va se dévoiler. Sur cette photo aérienne, où l'on voit la ville de Narbonne maintenant, on reconnaît différentes choses. Alors, nous avons, vous voyez les stades de sport actuels, et à cet endroit-ci, c'était l'amphithéâtre romain. On va le voir après, on verra une image de l'amphithéâtre. En bleu, c'est le canal de la Robine. C'est un ancien bras de l'Aude. Donc, à l'époque romaine, quand les Romains habitaient la ville de Narbonne, sur ce trait bleu, ils y naviguaient. C'était une voie de commerce. En jaune, ce sont les voies. La première, entrée continue, c'est la Via Domitia. Et celle qui est en pointillé, nous pensons que c'est la voie d'Aquitaine, celle qui s'en va vers Toulouse. Alors, les voies, c'est les routes importantes. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ici, juste à côté de moi, nous avons la fouille actuelle qui est juste à côté du nouveau musée Narbovia.
Et cette fouille-ci, c'est la fouille de la nécropole, c'est le cimetière de la ville antique. Alors, pour ceux qui ont pu visiter le chantier, puisque j'y ai travaillé et que j'ai reçu des écoles de Narbonne et des alentours, peut-être que certains d'entre vous ont visité cette nécropole, qui était donc celle d'esclaves et d'affranchis, de gens qui vivaient à Narbonne il y a 2000 ans, qui se sont fait enterrer là. Et cette fouille termine aujourd'hui. Voilà, ça fait plus d'1 an que les archéologues y travaillent. Sur ce plan, nous voyons la ville de Narbonne et chaque petit point noir, c'est un endroit où les archéologues ont fait des recherches. Donc, quand on fait des travaux dans la rue pour poser une canalisation, parfois il y a un archéologue qui vérifie et qui prend des notes sur les observations qu'il voit dans la stratigraphie pour comprendre. Et chaque fois qu'il fait un rapport, cela permet de comprendre ce qu'il a vu pour que tous les archéologues soient au courant. Et grâce à ça, on arrive à faire des plans. Et donc, on retrouve dans le centre de Narbonne le forum. Le forum, ça se trouve à la place Bistan et sous le collège. Alors, ça c'est comme un puzzle qu'on va progressivement agrandir, puisque chaque fois qu'on fait une opération, chaque fois qu'on fait une fouille, on met un élément en plus dans ce plan. Donc progressivement, on arrive à dessiner la ville de Narbonne dans l'Antiquité. Alors voilà à quoi elle ressemblait, cette ville de Narbonne. Voici M. Le Golvin qui a dessiné une ville qui ressemble fort à celle de Narbonne. On y retrouve l'amphithéâtre dont je vous parlais. Alors l'amphithéâtre Tanguy, on rappelle, c'est l'endroit où les gladiateurs faisaient des combats. Oui, et tous les jeux du cirque. Voilà. On y retrouve également la place du Forum et le temple Capitole. Donc c'est là qu'on se trouve, en fait, sous le collège, il y avait donc ce monument, le Capitole. Voilà, le collège se trouve actuellement dans cette partie-ci. Et donc, on reconnaît le temple du Capitole qui est entouré d'un grand bâtiment en U qu'on appelle le portique, qui fait 2 étages. Et le temple est posé sur une fondation, sur un grand socle. Comme ça, on le voit de loin. Quand vous passez sur l'autoroute à côté de Narbonne, vous voyez la cathédrale au loin. Eh bien, la cathédrale, elle ressemble presque au temple. La cathédrale est un petit peu plus grande que le temple du Capitole, mais c'est plus ou moins au même endroit. Et donc, on se rend bien compte qu'à l'époque des Romains, il y avait le temple qui était paré de marbre blanc, et donc on le voyait très bien de très loin. Donc voilà, quand les Romains arrivaient avec leurs chars à Vinassan, ils étaient en hauteur, et qu'est-ce qu'ils voyaient au loin? La ville de Narbonne, et au milieu de tout ça, émergeait un beau temple en marbre tout blanc qui brillait au soleil forcément, et donc ils comprenaient du coup qu'ils rentraient dans une vraie ville romaine avec un vrai temple comme à Rome. Et de l'autre côté de la place du temple, il y a la place du forum qui est dédiée au commerce. Donc une partie pour les dieux, une partie pour le commerce, qui est la place principale du centre de la ville de Narbo-Martius, Narbonne antique. Voilà, la place pour le commerce et pour se retrouver entre amis, pour discuter. La grande place publique. Voilà. Tout à fait. Alors, on va passer aux fouilles du Capitole. À l'histoire des fouilles, oui. Alors, il y a une question de Victor de l'école d'Ouveillan, de Taïva de l'école de Cuxac et d'Émile de l'école d'Anatole France. Comment a-t-on su qu'il y avait des vestiges du Capitole sous le collège ? Alors, on le sait depuis un petit moment, en fait. On le sait depuis qu'on a décidé de construire un collège ici, c'est-à-dire dans les années 1810, il y a à peu près 140, 150 ans. Les ouvriers arrivent, on a évidemment démoli le quartier, enfin un petit peu ce qu'il y avait, les maisons qu'il y avait ici, on les a démolies, et puis les ouvriers, ils doivent creuser pour faire les tranchées de fondation du collège. Et ils s'aperçoivent qu'au fond de ces tranchées, ils trouvent des murs qui ont l'air anciens et qui sont solides. Et puis peut-être aussi de la vaisselle, des choses un peu bizarres, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils appellent les archéologues qui existent à Narbonne à l'époque, parce qu'il y a déjà des archéologues depuis au moins 150 ans, peut-être même qu'avant, au Moyen-Âge, les gens découvraient des choses. Donc finalement, l'archéologie, c'est peut-être un très vieux métier sans qu'on le sache. Mais en tout cas, on le voit sur la gravure là-haut, il y a déjà des archéologues au 19e qui travaillent un petit peu partout dans le monde
Et donc il y en a à Narbonne, et ces archéologues, ils arrivent et ils regardent au fond des tranchées et ils leur disent, bah oui, là, vous avez trouvé quelque chose, et ce serait bien qu'on puisse faire une fouille pour voir un petit peu mieux de quoi il s'agit. Eux, ils avaient bien compris qu'ils avaient affaire à un grand monument, pas une petite maison romaine, un grand monument. Donc du coup, pendant une dizaine d'années, ils vont venir régulièrement pour faire des fouilles, et pendant ce temps, ils vont dégager une partie du Capitole, du temple et donc du portique qui est autour, la partie qui se trouve exactement sous le collège, on le verra mieux dans une autre image, et du coup, à un moment donné, un architecte va venir et faire un plan. Donc c'est le plan qu'on voit ici, c'est un plan qui date d'il y a au moins 100 ans. Voilà. D'ailleurs, c'était la question de Léa de l'école d'Anatole France qui disait quel est le nom de celui qui a découvert le Capitole. Alors on ne le sait pas, Léa. En fait, on a très peu de documents sur cette fouille. On n'a pas de photos. D'ailleurs, à l'époque, l'appareil photographique existait, donc oui. Il y a sans doute des photos qui ont été prises, mais nous, on n'en a pas. Non. Peut-être qu'il y en a dans un grenier quelque part et qu'on les retrouvera un jour. Les archéologues prenaient des notes aussi, donc il y avait peut-être des carnets de fouilles, mais ça aussi, on ne les a pas conservés. On n'a pas grand-chose à part ce plan. Et puis, évidemment, tous les objets que les archéologues ont trouvés au moment des fouilles et qui ont été emmenés au musée. Et ça, c'est Odile qui en parlera tout à l'heure. Mais, donc, qui a découvert le Capitole? On va dire peut-être que ce sont les ouvriers, et on ne sait pas leur nom. C'est vrai. La question de Joé de l'école de Cuxac et également de Gwenaël de l'école d'Ouveillan. Avez-vous retrouvé tout le Capitole? Eh bien non, malheureusement, et peut-être que finalement heureusement, parce qu'on en laisse pour les archéologues du futur. Alors sur ce plan, en jaune, vous voyez la partie qui a été dégagée au 19e, il y a 100 ans, parce qu'elle se trouve exactement sous le collège qui lui est en bleu. Hein, on voit bien toute la superficie du collège. En dehors de cette zone, c'est la rue. Et dans la rue, on n'a pas fait de fouilles. Parce qu'il y a des maisons. Voilà. Mais dans les rues, quand même, parfois, on a été changer des canalisations, installer la fibre optique, des choses comme ça. Et du coup, ça a permis de vérifier si on trouvait encore les murs du Capitole. Et en effet, on s'est aperçu qu'on pouvait tracer en rouge la taille exacte de ce grand monument, de ce portique avec à l'intérieur le temple. Ça va jusque la place Bistan, pour ceux qui connaissent Narbonne. Donc vous voyez que ce monument, il était très grand. D'ailleurs, on a remis une illustration à côté pour vous faire comprendre que c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de place dans la ville parce que c'est imposant. Donc je me permets de préciser, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, le grand bâtiment ici, le portique, qui comprend le temple et la place du forum, c'est bien le trait en pointillé rouge, Voilà. Qui va de dessous le collège en bleu et qui va jusqu'à la place Bistan. Et les fouilles, lors de la création du collège, ne concernent que le triangle en jaune. Et c'est déjà beaucoup parce qu'avec une partie comme ça, les archéologues ont pu quand même découvrir que dans ce portique, il y avait des colonnes qui supportaient un étage et encore une toiture. Par contre, le temple, vous allez le voir, on va regarder un petit peu ce qu'on a trouvé chaque année. On va regarder rapidement. Donc la première année, numéro 1, on était juste là dans la cour de la cantine. La deuxième année, on était dans la cour Condorcet derrière. Et la troisième année, on était dans la cour qui était ici, la cour d'honneur. Alors, en 2017, voilà. Alors, c'est pas très parlant en 2017 parce que ce gros massif que vous voyez, ce gros massif, en réalité, c'est quelque chose que les Romains ne voyaient pas. C'est ce qu'on appelle la fondation. Donc, on se trouve ici, hein, Tanguy, sous le temple. C'est ça, c'est cette partie-là. Voilà. Et même la partie qui est un petit peu en dessous du niveau de circulation de la place, de là où les gens marchent. Donc, on est bien sous le sol. On est en dessous de la place. C'est ce gros massif-là qui porte tout le poids de l'énorme temple. Donc il fallait que ce soit quelque chose de costaud, parce que Narbonne, c'est une ville qui est sur les marécages, donc il ne fallait pas faire des choses à moitié, et donc on a un gros massif de fondation pour que dessus on puisse construire un temple très lourd. Voilà.
Mais ça ne nous a pas empêché quand même de trouver des choses très intéressantes. Déjà, ça permet d'étudier comment on a construit ce fameux Capitole, enfin ce fameux temple. Donc on a pensé à faire une fondation très solide. L'architecte qui a travaillé avec nous, parce qu'on n'était pas tout seul en tant que professionnel, on avait aussi une architecte spécialiste de l'architecture romaine, donc spécialiste de ces grands monuments, et elle a pu regarder comment s'étaient organisés les maçons, les ouvriers, pour fabriquer déjà cette grosse fondation. Alors, la seconde année, dans la cour Condorcet, c'était un petit peu plus sympathique au niveau des vestiges, donc au niveau des murs, parce que là, on avait des choses qui étaient au-dessus du sol sur lequel marchaient les Romains. Donc, on était dans la cour Condorcet, on voit ce mur, ce gros mur, ici, donc on va vous le montrer de près. Ce gros mur, il appartient au portique. Donc vous vous souvenez, le portique, c'est le bâtiment en U qui entoure le temple. On est à l'extérieur cette fois, on est dans la ville et on regarde le temple et le portique depuis la ville. Donc ce gros mur, il est massif. On voit qu'il n'y a pas de fenêtre à ce niveau-là. Mais là, on se trouve dans la rue et ce qu'on trouve en dessous, c'est une canalisation, puisqu'on imagine qu'il est très haut ce bâtiment, qu'il y a des toitures, que quand il pleut, il y a beaucoup d'eau qui coule. Et donc, on a inventé aussi les canalisations pour évacuer toute l'eau, pour que les gens puissent circuler sur un terrain qui est sec. Tout à fait. Voilà, donc on revient sur l'image d'avant. Donc on était bien tout en haut là-bas, sur le mur extérieur du portique, et on se trouvait donc à l'extérieur de la ville et un petit peu à l'intérieur du portique, mais pas suffisamment à l'intérieur du portique pour retrouver les fameuses colonnes qui étaient dedans. C'est vrai. Voilà, c'est pour ça que, alors ici sur l'image, on peut situer aussi, Tanguy, on est effectivement... On est donc de l'autre côté de la place, donc on est du côté de la ville. C'est pour ça que cette année-là, les fouilles étaient importantes, parce qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations du côté du temple, mais on a eu beaucoup d'informations du côté de la ville. Qu'est-ce qui se passe dans la ville avant, pendant le temple et après le temple? Alors pourquoi on n'a pas eu beaucoup d'informations? Parce qu'au 19e, ils avaient déjà cherché ces informations. Et oui. Ils avaient creusé profond, bien en dessous du sol de l'intérieur du portique. Ils avaient creusé bien en dessous. Forcément, ils voulaient aller voir ce qui se passait en dessous. Et comme nous. Et oui, et nous, du coup, on était bien déçus parce qu'ils avaient retiré les couches Ils avaient importantes. tout chamboulé. En fait, Voilà. pour que vous compreniez bien, l'archéologie, c'est comme un livre que l'on lit et à la fin de chaque page, on arrache la page. On ne peut pas la relire une seconde fois. Et quand ils ont construit le collège, ils ont pris le livre, ils ont déchiré toutes les pages après les avoir lues et ils les ont remises dans le trou qu'ils avaient fait. Donc, en fin de compte, nous, ce qu'on a trouvé, c'était un petit peu toutes les pages du même livre, mais mélangées. Donc, elles n'avaient pas vraiment la même pertinence, elles n'étaient pas aussi intéressantes. Mais à la fin du trou, on est arrivé sur des pages qu'eux n'avaient pas encore lues et on a pu comprendre des nouvelles choses. Oui, mais pas suffisamment pour avoir su les informations qu'on voulait. C'est un petit peu pour ça qu'on a demandé au principal s'il était d'accord pour qu'on aille fouiller dans la cour d'honneur. Et il était d'accord. Donc du coup, on est parti l'année dernière dans la cour d'honneur et on a trouvé... Voilà. Donc on était vraiment à l'angle du portique. On n'était pas du côté du temple, on était toujours sur ce portique. Et nous, ce qui nous importait, c'était d'aller voir comment il était à l'intérieur, ce portique. Est-ce que là, on aurait des vestiges conservés? Alors on était un petit peu déçus parce que après l'époque romaine, comme il y avait là beaucoup de pierres, après l'époque romaine, on a commencé à démolir ce bâtiment pour construire une nouvelle ville. Et faire des fortifications à l'époque médiévale. Voilà. Donc, plutôt que d'aller chercher des pierres dans les carrières un peu loin, puisqu'on a là un monument qui est plus vraiment utilisé, qui est à l'abandon, on va le démolir. C'est comme ça qu'on faisait autrefois, on récupérait toutes les pierres. Donc, du coup, nous, on retrouve le mur du portique. Tanguy, tu peux peut-être montrer sur la photo. Le mur du portique. Voilà. Et sur la photo de la fouille là-bas... Eh bien, que je m'y retrouve, c'est lui. Voilà. Donc il est plus là, cette fois-ci, ce qu'on a découvert, le mur du portique, c'est ce qui est en dessous du sol à l'époque romaine. Heureusement qu'on avait fait l'année d'avant une autre partie où là on avait ce qui était au-dessus, on a vraiment vu comment il était fait. Là on ne l'avait plus, presque plus. Par contre, à l'intérieur, on a trouvé, et ils sont très contents,
la base d'une colonne. Donc vous voyez la taille, c'est très très impressionnant, c'est une très grosse base. Par-dessus on a une colonne, par-dessus on a un chapiteau, et puis on a le plafond. Et donc, dans toute cette démolition qui a été faite à la fin de l'époque romaine, là on a trouvé les gravats étalés, comme on vous l'a montré sur les images précédentes, hein, on n'a pas évacué tous les gravats. À mesure qu'on cassait le bâtiment, les gravats tombaient. Et nous, dans tous ces gravats tout perturbés, on trouve des éléments, des pierres, des morceaux de sol, des morceaux d'enduit, de peinture, qui nous renseignent sur comment étaient les murs et le plafond à l'intérieur du portique. Voilà. Une question de Kéline, de l'école d'Anatole France. Il nous demande, est-ce qu'il peut y avoir encore des vestiges du Capitole dans le sous-sol du collège ? Alors oui, bien entendu, parce que tu vois bien, Kéline, qu'on n'a fait que des petites fenêtres, des petites zones de fouilles. Et donc il en reste dans la plupart des cours du collège. On pourrait bien continuer. Sauf qu'avec les bâtiments du collège, on ne peut pas fouiller là où il y a les bâtiments. On ne peut fouiller que là où il y a les cours. Et en plus, quand on fait une fouille dans une cour, il faut laisser la moitié de la cour libre pour mettre le tas de terre. Donc on ne peut pas fouiller toute une cour à la fois. Alors vous allez comprendre sur les images d'après, c'est qu'on retire beaucoup de terre avant d'arriver sur les vestiges romains. Et cette terre-là, on ne peut pas l'évacuer. On est obligé de la laisser sur place. Parce qu'une fois que la fouille sera terminée, on va la remettre dans la fouille, hein, dans le grand trou, pour refaire la cour, pour que les élèves puissent recirculer à nouveau dans leur école. Eh oui. On va changer de chapitre. On va parler du monument dans l'Antiquité. Oui. Alors, on va le montrer quand même, ce temple. Hein. Voilà à quoi il pouvait ressembler. Donc c'est une illustration qui se base sur le grand temple du Capitole de la ville de Rome, parce que dans les textes, on sait que le temple de la ville de Narbonne ressemble très fort au temple Capitole de la ville de Rome. Et donc, ce grand temple qui fait 38 mètres de haut, il est presque aussi grand que la cathédrale actuelle, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, on va passer à la fouille avec... non, il y a... petit cafouillage. En fait, on se demande comment le temple a été construit. Voilà, excuse-moi. Alors, j'ai une question. Oui. J'ai une question. De qui ? De Mélina, de l'école Anatole France, qui nous dit de quelle année date le temple ? Alors, les Romains sont dans la ville de Narbonne il y a 2000 ans. Et la ville de Narbonne, elle est fondée en moins 118, c'est-à-dire 118 ans avant l'année 0. Donc si je calcule bien, c'est 2000... combien ? C'est par rapport à maintenant ? 2138. Voilà. Il y a 2138 ans que la ville de Narbonne est fondée, et donc le temple, lui, il est construit vers moins 30, donc c'est-à-dire il y a 2050 ans. Donc le temple date à peu près d'il y a 2050 ans. C'est incroyable. Ça. Comment les Romains ont-ils construit le Capitole, nous demandent Reda, Mélina et Ambre de Anatole France. Ils demandent si on a un plan, si on connaît les outils qu'utilisaient les maçons et la durée des travaux pour faire un tel monument. Alors la durée des travaux, on peut l'estimer, on n'a pas de chiffre précis. Plusieurs années, très certainement, peut-être une dizaine d'années, peut-être un petit peu plus. Ce qui est certain, c'est que pour construire un tel temple dans un tel ensemble immobilier, puisqu'il y a la place du Forum qui est à côté, il va falloir d'abord détruire les quartiers existants. Hein. La ville, il l'a créée en moins 118 et 80 ans plus tard, ils vont construire le temple. Donc l'intérieur de la ville est déjà occupé. Donc il va d'abord falloir aplanir, terrasser et ensuite commencer à construire le temple. Et ensuite seulement construire le portique qui ceinture la place. Et donc pour cela, il a fallu beaucoup de main-d'œuvre. Alors les Romains, ils avaient un nombre d'esclaves incroyable, donc la main-d'œuvre, ils l'avaient, mais il fallait quand même aller chercher les pierres, et il fallait tailler les pierres. Pour cela... La main-d'œuvre, mais en même temps, la main-d'œuvre, elle devait savoir bien travailler, parce que c'est pas si simple que ça, il faut que ça tienne debout. C'est quand même un monument énorme. Et donc ils employaient des pierres qu'ils taillaient, et ils les maçonnaient, avec du mortier de chaux. La chaux, c'est un petit peu comme le ciment aujourd'hui, et ils mélangeaient la chaux au sable. Et donc les tailleurs de pierre utilisaient des outils en fer, puisque les Romains utilisaient bien entendu le fer, et ils utilisaient ces outils-là pour pouvoir
tailler des blocs en calcaire. C'est une pierre assez tendre qui est de couleur un petit peu blanche. Alors ce calcaire, il venait de pas loin, hein. Dans les montagnes, à Montredon, un petit peu partout dans les montagnes derrière Narbonne, on trouve du calcaire. Donc on le faisait venir depuis là-bas. Et puis les maçons ici terminaient la taille des moellons pour pouvoir construire. Alors en calcaire, on va dire que c'est plutôt le portique, hein, parce que Oui. quand on va parler du temple, on va parler de marbre. Mais alors, comment on monte les murs? Alors, les murs sont montés par les maçons. Ils vont utiliser les petits blocs de pierre en façade, on appelle ça le parement. Ils vont faire un parement gauche, un parement droite, et au milieu, ils vont mettre ce qu'on appelle du blocage, des petites pierres mélangées à du mortier de chaux. Et comme le mur est très haut, ils vont utiliser des échafaudages. Et les échafaudages sont tenus par des pièces de bois qui sont enfoncées dans le mur. On appelle ça les trous de boulin. On en a retrouvé d'ailleurs. Oui. Et grâce à ces trous de boulin, ils peuvent utiliser des passerelles pour être dessus et continuer à construire le mur de plus en plus haut. Alors on voit qu'il y a une poulie, on connaissait la poulie. Oui. Comme ça on pouvait faire monter des seaux de mortier. On a l'échelle pour monter des grosses pierres aussi. Bon après il y a un moment où les grosses pierres elles deviennent très lourdes, il faut monter très haut. Et du oui. coup, qu'est-ce qu'on fait? Il faut inventer la grue. Il faut inventer la grue. Alors les Romains, ils sont malins. Ils n'ont pas forcément inventé la grue. Par contre, dans leur grand empire qui va de la Turquie à l'Angleterre, ils vont récupérer toutes les grandes inventions des différents peuples. Et ils vont la propager à travers l'empire. Donc, ils vont utiliser la grue. Ici, il y a une maquette de grue. Et vous voyez, cette petite roue permet aux hommes, avec les bras, de faire tourner la roue, ce qui fait tirer la corde, ce qui permet de soulever le bloc. Quand les blocs sont trop grands, la roue est beaucoup plus grande et les hommes peuvent marcher dedans, un petit peu comme la roue des hamsters, vous voyez? Et donc, ça permet de hisser les blocs, les grues peuvent pivoter et tourner un petit peu comme les grues de chantier actuellement. Et ici, c'est une corde qui entoure la pierre, mais pour les pierres très très lourdes, les cordes ne sont pas assez solides. Et donc, ils vont utiliser ce qu'on appelle la louve, comme la femelle du loup. La louve, c'est un principe incroyable. Dans la pierre, il y a un trou de cette forme-là, un trou trapézoïdal. Et ils vont placer les 3 tiges de fer de cette manière. Ils en placent une à gauche, une à droite, et hop, ils en placent une au centre qui bloque les 2 autres. Avec cela, ils placent un anneau, une petite goupille, et ils peuvent soulever la pierre. Dès que la pierre est posée à sa place, on retire la goupille, on enlève l'anneau, on enlève la tige centrale et les 2 autres s'enlèvent et le tour est joué. Ils étaient malins ces Romains. Alors est-ce qu'on a parlé de tout? Ben non. On nous demande, Julie, Isil et Valentin Douveillant, qui nous demande qu'est-ce qu'il y avait dans ce temple, à quoi il ressemblait, est-ce qu'il était uniquement fait de marbre? Alors, nous, en fouille, on a trouvé certains éléments qui permettent de répondre à quelques questions, mais pas à tout. Donc, on a des indices sur le plafond, on a des indices sur la décoration des toitures, mais on pense que l'intérieur du temple est fait en marbre comme à l'extérieur. Bien entendu, les spécialistes de l'architecture antique sont bien mieux placés que nous pour y répondre, et tous les éléments qu'on a trouvés en fouille, ça les aide pour avancer dans leurs recherches. Alors, quel lieu était prié au Capitole, nous demande Samuel de Moussan? Alors, dans le Capitole, bien sûr, c'est une hypothèse, parce qu'on n'a pas pu fouiller l'intérieur, puisque l'intérieur du temple a disparu, mais nous pensons que si c'est comme à Rome, c'est la triade capitoline. C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. La triade capitoline, c'est une triade, il y en a 3. Et donc, les 3 dieux principaux chez les Romains, c'est Jupiter, qui est représenté avec la foudre, qui est le dieu des dieux. C'est lui qui est le dieu du ciel, le dieu de la lumière, et aussi le dieu de la justice. Il y a aussi Junon qui est la reine des dieux, qui elle est la protectrice des femmes, et aussi de la sagesse. Et la dernière, c'est Minerve, qui est la déesse des arts, mais aussi la déesse de la guerre, très importante chez les Romains, la déesse de la guerre. Tout à fait. Alors, on va passer au chapitre rapide sous les vestiges sous le monument. Ouais. Qu'est-ce qui se passe sous le monument? Eh bien, nous avons la question de Nassima et de Chloé de 6e 3 qui nous demandent qu'avait-il à l'emplacement du temple avant les Romains? Alors, on en a un petit peu parlé. Avant le temple, il y a déjà la ville romaine, il y a déjà des maisons, et elles sont démolies pour pouvoir construire ce fameux temple et ce fameux portique autour. Donc, en fait, il y avait des maisons. On en a trouvé des traces
On n'a pas mis de photos parce que c'était tellement... Ouais, ça parle pas trop. Voilà. Ouais. Alors, on va passer à la fouille avec les élèves. Et Timéo et Zélie de Moussan nous demandent pourquoi on a fait ces fouilles. Eh bien, parce que il y a le nouveau musée de Narbonne qui va se créer et il voulait parler du Capitole, mais on se rend compte que le Capitole, vous avez vu comme nous au début, qu'on n'en a qu'un seul plan, donc il manque un petit peu des informations pour en parler. Du coup, l'occasion fait le larron et quand il y a eu des travaux dans la cour du collège, les archéologues sont venus pour vérifier ce qu'il y avait en dessous du bitume. Voilà, et de fil en aiguille, on a inventé un projet qui était construit sur 3 ans, qui permettait de travailler avec les 6e dès la première année, jusqu'en 4e, la dernière année, l'année dernière. Et cette année, le projet se poursuit au musée. Voilà, donc on travaille sur ces fouilles, c'est pour aider justement les spécialistes à avoir plus de documentation sur le Capitole. Il y a une question de Romane de Moussan. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Combien d'archéologues ont travaillé sur le chantier de fouilles? Alors, en archéologue professionnel, il y avait Tanguy, moi, quelques collègues qui sont venus nous aider. Oui. Puis on a eu des étudiants en archéologie, on a eu aussi les spécialistes dont tu nous as parlé et que vous avez peut-être vu dans le film. Il y avait Stéphanie, Yvan qui travaille sur les décors. Il y avait Corinne également qui s'occupe de la céramique. Voilà, il y avait des topographes aussi qui sont venus faire le plan. Alors chaque année, on a eu un différent. Il y avait Maxime, Antoine, Catherine. Et puis il y a eu aussi les élèves évidemment. Et oui, la première année, on a eu toutes les classes de 6e du collège qui sont passées par demi-classe, par demi-journée. On a eu le principal qui est venu fouiller aussi. On a eu les profs, les pions, même les gens de la cantine, de l'entretien. Toute l'équipe du collège est venue nous aider. Voilà, ceux qui avaient envie y passaient en fait. Et parfois ceux qui n'avaient pas envie non plus. Mais ça a quand même plu à tout le monde. Voilà. Ouais. Alors, la question d'Alan, d'ailleurs, est de Sandrine, de Nathan, de Juliette de Cuxac, de Lucas d'Anatole France. Il demande combien de temps ont duré les fouilles. Alors, les fouilles, elles ont duré, en fait, sur les 3 années, il y a eu la même organisation. 2 semaines de fouilles, mais avant 1 semaine de décapage. Donc, on en a parlé tout à l'heure du décapage. La photo tout en haut, vous voyez qu'il y a une petite pelle mécanique que Tanguy est en train de conduire, qui va permettre de retirer les couches de terre qui ne nous intéressent pas, de découvrir très vite les murs pour préparer la fouille. Ça, on le faisait pendant les vacances de Pâques, pendant qu'il n'y avait pas d'élèves. Ensuite, les élèves arrivaient, on travaillait avec eux pendant 2 semaines, puis après on se mettait encore une petite semaine rien que pour nous, pour terminer l'enregistrement, les petites photos. Et puis après on préparait une exposition ici dans la salle des conseils, et on faisait des visites pour le public, donc les familles, mais pas que, il y a plein de gens de Narbonne qui sont venus visiter les fouilles. Oui, c'était les journées nationales de l'archéologie. Voilà. Alors, y aura-t-il de nouvelles fouilles au collège et est-ce que les élèves pourront y participer? Demande Lina d'Anatole France, Gabriel, Nassima de 6e 3 et Luna, Zoé et Maëlys de Moussan, évidemment. Alors, est-ce qu'il y aura des nouvelles fouilles au collège? Écoutez, moi j'ai vraiment envie de dire oui. Est-ce que les élèves pourront y participer? J'ai vraiment envie de dire oui également. Et ouais, mais bon, pour le moment, le projet il a été conçu sur 4 ans, donc peut-être qu'on en fera un autre un jour. Mais ne vous inquiétez pas, tant qu'il y a des vestiges et de l'espoir, il y a possibilité de faire des fouilles. C'est ça. Pour quelles raisons les fouilles ont été arrêtées? Est-ce que c'était par manque d'argent? Est-ce qu'il n'y avait plus de vestiges? Ou est-ce que les murs du collège risquaient de s'effondrer? Pablo de 6e 7 et Amine d'Anatole France. Alors, mon cher Pablo et mon cher Amine, alors effectivement, eh bien, écoutez, on s'est dépêché de faire ces campagnes avant l'ouverture du musée. Voilà. On savait que le musée allait ouvrir à peu près 4 ans après le début des fouilles. Donc, il fallait qu'on ait les éléments pour que les spécialistes puissent s'en servir pour le musée. Donc, on s'est dit, voilà, on part sur 4 ans. C'est pas une histoire d'argent. C'est juste une histoire de timing, on va dire. Alors, est-ce que les fouilles faisaient partie des matières comme l'histoire, les mathématiques ou le français, nous demande Noé de Cussac? Eh bien, non, du tout. Il y avait effectivement un temps de préparation dans les classes avec les professeurs d'histoire géo pour que les élèves soient un petit peu préparés à la fouille et au contexte historique de l'Antiquité. Qu'est-ce que c'était les Romains et qu'est-ce que c'était Narbonne à l'époque? Mais il n'y a pas eu de notes ni d'interrogations. Formation, nous, on n'est pas prof, on n'a pas noté les élèves. Ils sont venus parce
parce que c'était prévu comme ça. Mais oui. Et on fait une petite dernière, peut-être. Il y a des élèves qui nous demandent s'ils ont eu le droit, les élèves, de garder des choses trouvées lors des fouilles, demande Yacine. Est-ce que les élèves ont eu le droit de garder des objets des fouilles? Tu veux dire de voler des objets? Alors en fait, on leur disait qu'ils pouvaient prendre des objets qui étaient sur le tas de terre, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus dans les couches archéologiques, donc on ne savait plus d'où ils venaient. Donc ils ont pu aller collecter des petits objets comme ça, il n'y a pas de souci. Mais les objets qui étaient dans les couches de terre, on les gardait parce qu'on en avait besoin pour l'étude. Pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, si vous voulez, les élèves qui ont pu prendre des objets, c'est un petit peu comme s'ils pouvaient prendre des petits morceaux de pages qui étaient déjà lus et qui étaient perdus, on ne savait plus à quel endroit ils allaient dans le livre. Alors on a encore plein de questions, mais là il est temps d'arrêter, donc on vous promet, on répond aux autres questions par mail et vos instituteurs vous feront passer les réponses. Merci à vous. Merci.